Je suis absolument ravie d'accueillir notre toute première association Envolvert comme partenaire du podcast grâce au soutien de la fondation Le Marchand qui ont pour mission l'équilibre entre les hommes et la terre. Alors depuis 10 ans, Envolvert œuvre à un sujet qui est vraiment cher à mon cœur, qui est la protection de la forêt et de la biodiversité. Et ils agissent directement sur le terrain. Ils sensibilisent les consommateurs avec un outil qui s'appelle Empreinte Forêt, qui est accessible sur leur site et qui permet de calculer l'impact réel de notre consommation sur la déforestation. Ils travaillent aussi à responsabiliser les multinationales et les gouvernements. Et pour moi, s'engager, que ce soit envers soi-même ou envers les autres, c'est une manière d'incarner nos valeurs au quotidien. Alors si le cœur vous en dit, je vous invite à soutenir les forêts pour les fêtes en faisant un don qui est déductible d'impôts à cette magnifique association sur leur site envol-vert.org. Merci infiniment à vous et bonne fête évidemment. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'Oracle de la Métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Quelle place l'être humain doit occuper sur cette planète? À quoi servons-nous? C'est la question qui taraude mon invité dans son nouveau documentaire Animal qui vient de sortir en salle. Il suit 2 jeunes militants écologistes dans un voyage autour du monde où ils sont confrontés à la destruction du vivant. Militant écologiste et écrivain, mon invité signe son nouveau documentaire après avoir co-réalisé Demain, en 2015, un premier film avec Mélanie Laurent qui a dépassé le 1 million d'entrées au cinéma. Vous aurez évidemment reconnu Cyril Dion. Bonjour Cyril. Bonjour. Ça va, alors on se voit à un moment de la tournée où c'est vrai que ça fait 3 mois que le film est présenté, ça commence à tirer un peu sur la corde de l'être humain, Cyril. Absolument. C'est ça, donc on parle de préserver les écosystèmes, mais là on parle aussi un peu de te préserver toi quand même. Oui, mon écosystème est un peu... intérieur, ouais. Un peu épuisé. Ouais, c'est ça. Alors comprendre la 6e extinction des espèces, c'est l'objet de ton nouveau documentaire Animal qui vient de sortir en salle. Est-ce que tu veux nous faire un petit pitch, tiens ? Un pitch rapide, ce serait de dire qu'Animal, c'est le voyage de 2 ados de 16 ans, qui s'appellent Bella et Vipoulane, qui sont des jeunes militants, qui sont un peu confrontés aux limites de leur stratégie, qui sont pour l'instant uniquement des marches, et qui voient bien que ça suffit pas à faire changer le monde, et qui vont partir dans un voyage qui est à la fois géographique, mais aussi initiatique, pour comprendre pourquoi on est face à cette crise écologique, pourquoi il y a le changement climatique, pourquoi les espèces disparaissent. Évidemment, ce qu'on pourrait y faire, et encore plus largement, comme tu le disais précédemment, quel pourrait être le but de nos sociétés, qu'est-ce qu'on fait sur cette planète, à partir de quel endroit on peut agir. Ouais, je crois qu'on peut résumer ça comme ça. Oui, c'est ça. Alors jeudi, on est dans un hôtel à Lausanne, puisqu'on est pas loin de chez moi en Suisse, et il y a des petits bruits de vaisselle en arrière-plan, les gens sont habitués parfois du son de studio, donc je le dis pour info. Alors ce film, il fait nous interroger sur la contradiction entre ce monde peuplé d'animaux si attachants que les adultes partagent dans les histoires qu'ils racontent à leurs enfants. C'est ce que vous dites en fait aussi dans le dossier de presse. Et notre monde réel dans lequel nous détruisons la vie, comme s'il existait 2 mondes qui sont hermétiques. C'est vrai que les bonnes histoires du petit cochon, et puis après on mange notre jambon, etc. Ouais, en fait, c'est Baptiste Morisot qui dit ça beaucoup, ce philosophe du vivant, que on a réduit la question des animaux à un truc pour les enfants. Comme si parler des animaux, c'était un truc qu'on arrêtait de faire une fois qu'on avait grandi et qu'on devenait sérieux. Alors que on oublie très souvent que c'est grâce au monde vivant, c'est parce que le monde vivant existe, donc un monde vivant qui est peuplé d'animaux, de bactéries, d'insectes, mais aussi de forêts, d'océans, de micro-organismes. Grâce à ce monde vivant qu'on peut habiter sur cette planète. C'est parce qu'il y a le monde vivant qu'on peut boire, qu'on peut manger, qu'on peut respirer. Et donc laisser le monde vivant se dégrader, laisser les espèces disparaître à une vitesse vertigineuse, c'est non seulement compromettre les conditions d'habitabilité de cette planète, mais c'est aussi potentiellement risquer de faire disparaître l'espèce humaine. C'est ça. Pour autant, c'est pas un film considéré comme animaliste, c'était pas forcément l'intention. Non, en fait, le titre est volontairement polysémique et induit le spectateur en erreur au début.
c'est pas un film sur les animaux, c'est un film sur notre relation au monde vivant. Et ça s'appelle Animal parce qu'on essaye aussi de faire passer l'idée que les êtres humains sont des animaux très spécifiques, mais des animaux quand même, et les êtres humains ont besoin de se penser comme tels. C'est-à-dire, ils ont besoin de se penser à l'intérieur du monde vivant et pas à l'extérieur. Et pour ça, la sémantique nous trahit un peu. Tous ces mots d'environnement, même de nature, ont tendance à décrire un concept qui est extérieur aux humains, alors que non, on est pleinement des vivants parmi les vivants. C'est ça. C'est pour ça que parfois, peut-être, certains antispécistes ne se reconnaissent pas dans le film, et c'est pas la vocation première. C'est Baptiste Morisot qui dit ça, qui dit qu'il n'est pas antispéciste, qu'il est multispéciste. C'est-à-dire qu'il est dans une sorte de considération spécifique pour chaque espèce. On a tendance, là aussi, à faire deux familles, quoi. C'est-à-dire, il y a les humains d'un côté et les autres espèces de l'autre. C'est à nouveau une façon de créer une distinction qui, à notre avis, n'a pas lieu d'être. Et là, on se place pas du côté de... On n'essaye pas de faire un film qui est du point de vue des autres espèces. C'est vraiment un film qui est du point de vue des humains, qui interroge notre relation à tous les animaux non humains. D'ailleurs, tu parlais de Baptiste Morisot. Il a cette très belle phrase dans le film où il parle de nous réensauvager nous-mêmes, en fait. Qui est quelque chose de clé aussi pour toi. Il dit un truc que j'adore, c'est on fait partie d'une culture qui nous a fait croire qu'on était la seule forme de vie intéressante. Et que tout le reste, les mammifères, les insectes, les montagnes, c'est de la matière bête et méchante. Et donc si c'est de la matière bête et méchante, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on peut exploiter pour, en gros, faire marcher la croissance économique. Et se réensauvager, c'est l'inverse. C'est considérer que on a besoin de se réenchasser dans le monde vivant, et que c'est grâce à nos relations avec ce monde vivant qu'on peut continuer à exister sur cette planète. Si on pense comme ça, si on pense en termes de relations, ça nous demande de tout réinventer, en fait, de réinventer la façon dont on organise l'urbanisme dans les villes, dont on fait de l'industrie, dont on fait de l'économie, dont on fait de l'agriculture, à l'aune de ça, en se disant comment est-ce qu'on peut le faire à la fois en respectant et peut-être même en coopérant avec le reste des espèces. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est important, je trouve, dans ce film, c'est ce dialogue, justement, entre les gens, trouver des solutions, mais à travers une forme de réconciliation. En fait, ça, c'est important pour toi, justement, de ne pas avoir le clan des bons d'un côté et puis le clan des mauvais de l'autre. Hein, on est dans un monde qui est très polarisé en ce moment, on le voit. Hein. Ouais. De plus en plus, ouais. Y compris dans nos propres, justement, familles, entre guillemets, de pensée. Oui. Absolument. Ça se transforme rapidement en guerre de tranchées avec les gentils et les méchants. Et le monde est quand même plus complexe que ça. On voit bien que la crise écologique, c'est un problème systémique. Qu'il y a plein de gens qui sont pris dans des grands mouvements de l'histoire, dans des mécaniques. On a une séquence dans le film avec un éleveur de lapins qui fait de l'élevage intensif. On y emmène Bella et Vipoulane, qui sont deux jeunes véganes urbains. Donc a priori, ils ont tout pour s'engueuler et pour se détester. Et il se trouve qu'on arrive à faire en sorte qu'ils se parlent. Oui, d'ailleurs, on voit leur tête au début, y compris nous en tant que spectateurs. Hein, on se dit, oula, comment ça va se passer, quoi. Ils sont choqués, ils sont dégoûtés, ils se sentent presque dans une forme d'hostilité par rapport à cet éleveur. Et on arrive à faire en sorte qu'ils se parlent. Si on arrive à faire en sorte que l'éleveur leur explique pourquoi il travaille comme ça et pourquoi il est obligé de travailler comme ça dans la logique dans laquelle il est engagé. C'est-à-dire, en gros, faire de la croissance. Hein. Ouais. Il dit, moi, on me demande de produire beaucoup, le plus rapidement possible et le moins cher possible. Bon, voilà, il n'y a pas de secret. Ça donne ce genre d'élevage en cage et tout ça. Et Bella et Vipoulane ont aussi l'espace d'exprimer leur propre incompréhension en disant, mais pourquoi vous faites un métier pareil ? Qu'est-ce qui vous a conduit à faire ça ? Pour nous, c'est impossible de traiter les animaux de cette façon-là, c'est des êtres sensibles. Et lui finit par entendre ça, en disant, mais oui, je comprends que vous soyez choqués, c'est vrai, c'est choquant. Mais en fait, pour nous, c'est des commodités de travail. On a besoin, en gros, par exemple, de faire de l'insémination artificielle pour que tous les lapins naissent en même temps, pour que l'abattoir vienne chercher tout le monde tout le lot d'un coup. C'est les mots qu'il emploie.
Et donc évidemment, il y a cette espèce de distance, comme on voit ça avec les yeux de Bella et Vipoulin, où on trouve ça absurde, on trouve ça atroce. Mais au bout d'un moment, il y a une sorte de bascule dans la séquence où on finit par avoir de l'empathie pour cet éleveur, en se disant mais le pauvre, il est coincé. Il raconte en plus qu'il gagne 350 € par mois. Donc on voit bien qu'il en profite même pas de ça. Il est, encore une fois, pris dans un système qui est plus vaste que lui et qui n'arrive pas à faire changer. Tu as voulu montrer là justement nos propres paradoxes intérieurs. Je pense évidemment à ce neuroscientifique Sébastien Boller sur le bug humain qui montre qu'en fait on est pris dans les contradictions de notre propre cerveau, quoi. Oui, on est pris dans les contradictions de notre propre cerveau, mais on est aussi, comme je le disais à l'instant, pris dans une mécanique beaucoup plus vaste que nous. Les structures économiques et politiques nous entraînent dans des chemins. Dans le film, Bella, à un moment, se retrouve à l'aéroport et je leur dis alors, qu'est-ce que ça vous fait de prendre l'avion alors que c'est des jeunes militants pour le climat qui veulent pas prendre l'avion? Et elle dit je me sens hypocrite, mais on est dans une société qui fait qu'on se sent tous un peu hypocrites. C'est vrai qu'on est dans une société où on a tous... On se retrouve tous dans des situations où on fait des choses qui nous conviennent pas forcément. Quand on est amené à prendre notre voiture parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on vit dans un endroit où il n'y a pas de transport en commun, où l'urbanisme a été fait de telle façon qu'il y a des centres commerciaux en périphérie des villes, avec des grands parkings, et que les commerces de centre-ville ferment, etc. Bon, ça, les gens ne l'ont pas choisi. Et quand ils prennent leur voiture, ils se disent pas ah, génial, je vais réchauffer le climat. Ils sont juste, encore une fois, pris dans des architectures. C'est ce que raconte d'ailleurs l'étude qui a été faite par Carbone 4 et Jean Covici en 2019 qui montre que même si chacun d'entre nous agissait le plus possible dans sa vie de tous les jours, ça réduirait de 25% les émissions. Parce que 75% des émissions sont structurelles. Oui. Elles sont structurelles justement parce que la société nous conduit à adopter un certain nombre d'habitudes, de consommation, de transport, qui encore une fois ne sont pas de notre ressort. Et c'est ça qu'on essaye aussi de montrer dans le film et de dire mais peut-être qu'on a besoin d'arrêter de faire des petits concours de pureté entre nous pour regarder qui a bien fait en prenant son vélo, en prenant pas l'avion, pour pouvoir concentrer notre énergie sur la problématique systémique. Oui. C'est-à-dire transformer transformer les lois, transformer les flux financiers pour les réorienter dans des activités économiques qui ont vraiment un impact régénératif plutôt que de continuer à financer les énergies fossiles, etc. Et puis les petits gestes au quotidien. Justement, il y a une séquence qui est très puissante, encore une fois, dans le film, qui est ce moment où ils sont avec Claire Nouvian au Parlement européen et où on voit qu'en fait, avec la puissance des lobbies, ils n'arrivent à rien. Et puis, plus généralement, on les voit, ils courent après, tout ça, c'est un petit peu anecdotique, mais quelque part, ça reflète le côté symptomatique du malaise. Oui, il y a un peu de bruit, ils sont en train de déménager derrière. C'est le symptomatique du malaise qui s'exprime. En fait, cette séquence au Parlement européen, c'est malheureusement une illustration de ce qui se passe dans beaucoup de parlements du monde. Que ce soit le Parlement en France, que ce soit le Parlement aux États-Unis. On voit qu'une grande partie des décisions publiques sont orientées par l'élite économique. Et qu'il y a une sorte de porosité entre les deux qui est un immense problème pour nos démocraties. Ce qu'on a vu aussi dernièrement dans les rapports qui ont été faits, il y a une étude qui a été faite par plusieurs chercheurs du CNRS sur Total, qui montre que Total connaissait les conséquences du changement climatique dès la fin des années 70 et a dépensé des centaines de milliers d'euros pour produire des études contradictoires qui sèment le doute, justement qui laissent supposer que non, peut-être que les humains ne sont pas vraiment responsables du changement climatique. On sait qu'Exxon a fait pareil, que BP a fait pareil, que Shell a fait pareil, on sait que l'industrie du tabac a fait pareil, que l'industrie chimique a fait pareil, que l'industrie agroalimentaire a fait pareil. Et sur les mêmes ficelles en fait. Ouais. Mais donc, là encore, si on ne s'attaque pas à ce problème démocratique, on ne peut pas espérer que les choses vont changer comme par magie. Surtout si nous, en tant que citoyennes et citoyens, on ne devient pas un mouvement qui crée des rapports de force puissants avec les responsables politiques et avec les grandes entreprises. Oui, et pour autant, toi, tu as essayé de le faire avec la Convention citoyenne et tu as été déçu aussi, quelque part. On a... Je ne sais pas si le mot est assez fort. En fait, c'est pas vraiment qu'on a été déçus, c'est qu'on a là effectivement essayé d'engager un bras de fer. C'est-à-dire que toutes les manifestations qui ont eu lieu à partir de
septembre 2018, à la fois des marches pour le climat, les grèves pour le climat, les gilets jaunes, l'affaire du siècle où on a attaqué l'État en justice, nous ont permis de créer un rapport de force favorable qui a permis à Emmanuel Macron d'accepter notre proposition d'assemblée citoyenne tirée au sort. On a réussi à faire en sorte que cette assemblée travaille dans les règles de l'art pendant 9 mois à peu près, pour produire des propositions qui là pour le coup étaient très ambitieuses, et c'était une vraie démonstration que quand on permet aux citoyens de se saisir de la question et de formuler des propositions, ils vont plus loin que tout ce que les gouvernements ont fait depuis 30 ans. La difficulté ensuite, ça a été exactement ce qu'on montre dans Animal, c'est que Emmanuel Macron n'a pas respecté sa promesse qui était de transmettre ses propositions sans filtre au Parlement ou au référendum, et il a laissé des intérêts privés les amoindrir, les détricoter. Et ça, effectivement, c'est là encore un problème institutionnel. C'est-à-dire qu'il aurait fallu qu'on soit des millions dans les rues à mettre une pression d'enfer sur Emmanuel Macron pour qu'il tienne ses engagements. Et malheureusement, pour le moment, c'est pas le cas. Alors justement, pour qu'on soit des millions, toi tu dis qu'au-delà des constats qu'on refait toujours avec les rapports qui s'enchaînent, l'idée c'est d'inventer un nouveau récit, et c'est ce que tu proposes avec tes films. Tu penses que ça, à travers justement les émotions, la beauté des images, du son dans Animal, on peut arriver à ça? C'est ta conviction? Le cinéma peut faire ça, c'est sûr, et il passe son temps à faire ça. Oui. C'est-à-dire que je pense que l'attrait qu'on a dans ce monde moderne pour les acteurs, les actrices, les films, les séries, c'est bien parce que ça construit des imaginaires, que c'est des personnages auxquels on s'identifie, et que les êtres humains ont besoin de ça. C'est même presque constitutif. Oui. Avant, le cinéma, c'était la religion qui pouvait aussi jouer ce rôle-là. C'était la littérature, c'était tous les contes, tous les récits qui ont jalonné l'histoire de l'humanité. Et depuis que le cinéma existe, il a été utilisé à de nombreuses reprises, pour le pire et pour le meilleur, pour renforcer des visions du monde. C'est pas pour rien, malheureusement, et là c'est plutôt le pire que au moment de l'Allemagne nazie, Goebbels produisait des centaines de films. Je crois qu'en 1943, il y a eu plus d'1 milliard d'entrées au cinéma en Allemagne, parce que ces films qui mettaient en scène justement les nazis et qui parfois retournaient complètement les histoires. Hein. Ouais. Il y a des films célèbres, par exemple, qui mettaient... de propagande. Ouais, complètement, qui mettaient en scène les Allemands qui étaient persécutés par les Polonais, les méchants Polonais, et qui était donc une façon de faire passer la pilule de ce que, là, pour le coup, les nazis faisaient aux Polonais, c'était l'inverse. Ah oui. Donc dans ce renversement de mise en scène, il y avait une sorte d'exaltation d'un sentiment de haine vis-à-vis des Polonais, et ça fonctionnait, quoi, parce que les gens n'avaient pas accès à l'information comme on a accès aujourd'hui, donc ne pouvaient pas remettre les choses à leur place. On voit bien que ce pouvoir d'évocation des images, des histoires, des personnages, elle est extraordinaire. Les Américains ont fait ça aussi. Hein. Après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont utilisé le cinéma comme arme contre le communisme en Europe pour vraiment imposer une hégémonie culturelle. Et ils y sont parvenus à vraiment faire passer leur culture faite à la fois de consumérisme, de capitalisme... mais aussi leur idée de la liberté, etc., à travers le cinéma. Aujourd'hui, on a besoin d'inventer des histoires qui nous permettent d'imaginer l'avenir autrement que comme à la fois une dystopie apocalyptique, mais aussi autrement que comme ces fictions nous ont brossé le progrès. Enfin, dans tous les films qu'on a vus dans les années 80, dans les années 90, qui exaltaient ça, qui exaltaient la richesse, la possession matérielle, la célébrité, la beauté plastique. Ce qu'on voit aussi aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok. Tout ça, ce sont des récits. Ce sont des récits puissants qui donnent envie à des gens de vivre comme ça, qui se disent « Ah oui, c'est ça qui va me rendre heureux. Ouais, c'est ça. Si je suis comme ça, là, si je suis célèbre, si je suis comme un influenceur, que j'habite à Dubaï, que j'ai 15 voitures, que je fais de la chirurgie esthétique, que je me fais refaire les seins, que je suis hyper beau, que j'ai des millions de followers, je vais être heureux. C'est ça l'histoire. Si on ne construit pas des contre-récits... Et en même temps, elle représente une appétence de l'humain, puisqu'on voit qu'ils ont des millions de followers. Oui, mais une appétence, encore une fois, qui est construite autour
autour d'un récit qui place comme valeur suprême la beauté physique, la richesse. Ça vient pas de nulle part. C'est quelque chose qui a été construit depuis des décennies, qui est construit à coups de pubs qu'on voit dans le métro, d'affichage. Mais l'homme a toujours aussi recherché cela. Dans les temps anciens, on voit aussi quand même une appétence pour des exemples de couples jeunes, beaux, etc. Est-ce que ça fait partie aussi de notre incarnation, finalement ? Je pense à Franck Lobvet quand je dis ça, ce penseur contemporain. Quand on arrive dans un stage, le premier truc qu'il demande, il dit « Quelles sont vos valeurs ?» Alors tout le monde dit amour, santé, etc. Et en fait, il dit « Ok, moi je sais que derrière, il y a amour, gloire et beauté. Qu'est-ce que vous cherchez en réalité derrière tout ça ?» Qui sont nos ombres et nos lumières, finalement. Hein. Je ramène le débat à ça, parce que parfois, il y a aussi ça. Oui. Je ne sais pas si c'est vraiment constitutif ou si c'est des constructions sociales. Il faudrait en parler à des anthropologues, mais on voit bien dans tout un tas de contrées du monde que, alors peut-être que la jeunesse a une place particulière, mais on voit qu'il y a des civilisations qui sont pas obsédées par l'image de la même façon que nous, qui ont des relations qui valorisent à la fois les anciens, qui valorisent des relations avec le monde vivant, dont on parlait tout à l'heure. La sagesse, des sagesses. Ouais, mais là, on a été par exemple rencontrer les Indiens Teraba au Costa Rica. Donc on peut appeler ça une forme d'animisme, mais ils personnalisent les animaux, la forêt. Ils ont une relation très spirituelle à ça, qui n'est pas dans cette obsession délirante, vraiment, de l'image, de la richesse matérielle, financière. Et donc ça me paraît intéressant de voir comment nous, occidentaux, on peut créer des contre-cultures, ce qui se passait un peu aussi dans les années 60 et 70, avec le mouvement hippie, avec le mouvement beat, qui essayait justement de remettre en question le consumérisme, la société de consommation dans son ensemble, en proposant d'autres récits. Et là, il me semble que c'est indispensable de construire des récits où les figures, les héros sont sur un autre socle de valeurs. De se dire, finalement, c'est quoi être un héros en 2021 ? Est-ce que c'est pas être comme cet avocat indien, justement, qu'on a filmé dans Animal, qui a ramassé 9000 tonnes de plastique en 3 ans et qui a entraîné des milliers de personnes derrière lui, qui a réussi à éduquer des dizaines, des centaines de familles un peu partout sur ce qu'est le recyclage, les aider à sortir de la pauvreté, à faire fermer des usines de plastique, à faire changer la loi pour arrêter le plastique à usage unique et donc sauver tout un tas de mammifères marins. Est-ce que c'est pas eux les héros du 21e siècle, plus que, encore une fois, des influenceurs qui vont à Dubaï, quoi? Ce qui est étonnant d'ailleurs dans ce qu'il dit et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est à un moment, je crois que c'est Villoupane qui lui dit ouais, mais moi je relaie et donc c'est aussi une forme d'activisme de relayer les infos. Il lui dit tu peux relayer une fois que tu as passé 2 heures à faire les choses. Par exemple, là c'est ramasser du plastique le matin. Là tu es légitime quelque part pour le faire. Hein, tu crois à ça, toi ? Cette action qui donne. Alors 2 heures, là il dit 2 heures par jour, c'est vrai que c'est beaucoup, hein, mais. Non, mais il leur dit. Le problème du monde, c'est qu'il y a énormément de gens qui parlent et pas beaucoup de gens qui agissent. Et donc des gens qui s'indignent de la pollution plastique sur les réseaux sociaux, moi j'en vois plein. Des gens qui viennent ramasser ce plastique avec moi sur la plage, j'en vois beaucoup moins. Ouais, c'est ça. Et il dit, d'une certaine manière, ça va pas. Non seulement ça va pas parce que s'indigner, ça suffit pas, mais en plus, c'est pas très puissant. Et c'est vrai que son exemple est particulièrement édifiant. Le fait de s'y être mis, c'est-à-dire d'avoir commencé tout seul, comme un andouille sur sa plage, avec ses milliers de tonnes de plastique, ça a effectivement entraîné dans son sillage des milliers et des milliers de personnes. S'il avait simplement pris des photos, fait des tweets en disant c'est affreux, cette pollution plastique, c'est insupportable, que fait le gouvernement ? Il y a peu de chances qu'il ait déclenché autant de vocations chez tout un tas de jeunes, voire même chez il y a des stars de Bollywood qui sont venus ramasser avec lui. C'est vraiment cette dimension d'engagement sur le terrain, d'action, qui a provoqué ça. Et effectivement, il donne cet exemple en disant c'est la maladie des hommes politiques, quoi. C'est qu'ils parlent. Donc lui, il dit il faudrait que chaque responsable politique
se lèvent plutôt le matin, de 6 à 8, ils vont bosser, ils vont faire des trucs sur le terrain, et puis après, à 8 heures, ils peuvent retourner au bureau, et là, ils peuvent parler. Parce que là, c'est plus des mots vides, ça a du sens. Il y a aussi cette idée de comprendre avant d'agir, de bien comprendre quels sont les enjeux. Et quand j'entends ça, j'entends comprendre d'un point de vue global et macro, mais aussi comprendre dans nos écosystèmes intérieurs, puisque moi, c'est aussi ce qui m'intéresse dans Métamorphose. Ce que ça vient nous dire, ces engagements à l'intérieur, qu'est-ce qui agit en moi, en fait, et qui fait que je vais sur le terrain? Ouais, on a à la fois besoin de bien comprendre dans quelle situation on est, d'où viennent les problèmes, quels sont, comme on le disait tout à l'heure, les leviers qui sont les plus puissants pour agir. Parce que si on ne comprend pas ça, effectivement, on agit de façon beaucoup moins efficace. Mais on a effectivement aussi besoin de comprendre à partir de quel endroit on agit. Moi, je sais que j'ai fait un burn-out en 2012 parce que j'étais dans une forme de militantisme un peu sacrificiel. Et c'est très répandu dans le milieu militant. Si on ne se pose pas ces questions-là, et si on est par exemple dans une débauche d'énergie parce que on a besoin de ça pour exister, pour son ego, ou si on est né comme moi dans une espèce de tentative de réparer le monde pour se réparer soi-même, sans s'en rendre compte, ça peut faire mal. Enfin, je veux dire, il peut y avoir de la casse. T'as l'impression d'avoir évolué, entre guillemets, de ce point de vue-là, même si on est en chemin. Évolution n'est pas le bon mot, mais en tout cas d'avoir cheminé, voilà, pour aller mieux de ce point de vue-là, toi. Ben oui, j'ai l'impression de cheminer tout le temps, de toute façon. D'avoir pas arrêté de cheminer pendant ces 30 dernières années. Mais sur cette question-là, énormément. Il m'est vraiment apparu au moment où je récupérais un peu de ce burn-out que j'avais besoin de faire un tournant et de trouver à partir de quel endroit de moi je pouvais agir, à la fois en ayant un peu de puissance et puis en ne m'épuisant pas de cette façon-là. Ça m'arrive quand même de toujours m'épuiser un peu, mais beaucoup moins, parce que maintenant je m'attache aussi à faire des choses que j'aime profondément. C'est ça. Des trucs qui me passionnent, qui me donnent envie de me lever le matin. Et c'est là où je trouve du carburant et de l'énergie pour continuer. Je fais pas simplement les choses parce qu'il faut les faire, parce que ça va mal, parce que j'ai comme une espèce de culpabilité qui me tord le ventre. Cette 6e extinction de masse des espèces, elle peut venir aussi de nos blessures intérieures. Et il y a le mot amour qui revient beaucoup dans ton documentaire Animal. Ouais, c'était la grande surprise de nos entretiens. C'est-à-dire que, au fur et à mesure de nos conversations, c'est un mot qui est revenu chez 3 ou 4 des scientifiques qu'on interviewait. Économistes, voilà. Qui étaient à la fois des économistes, des éthologues, des biologistes, donc qui n'avaient pas forcément vocation à parler d'amour au départ. Et c'est Éloi Laurent, qui est cet économiste à l'OFCE, qui enseigne à Sciences Po et à Stanford, qui nous disait même la question de l'amour doit être prise très au sérieux. Dans le sens où c'est un des moteurs essentiels de nos sociétés. Et le fait de se dire que c'est quelque chose d'un peu mièvre, qui on aurait même dit dans les années 50, dans une période plus misogyne, c'est un truc de bonne femme, de parler d'amour. C'est ça, on dirait bisounours aujourd'hui. Ouais. Finalement, est-ce que c'est pas tragique ? Est-ce que c'est pas reléguer une des questions les plus fondamentales de nos vies derrière des considérations purement pragmatiques, économiques, des choses sérieuses, quoi, comme on dirait aux enfants. Oui. Et alors se dire, si on considère que les choses sérieuses c'est l'économie et que les choses pas sérieuses c'est l'amour, c'est pas étonnant qu'il y ait aussi autant de gens qui soient malheureux et qui soient sous antidépresseurs, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Intéressant, toi, dans ta posture, il y a quelque chose qui me fascine, je peux le dire toujours. Et Bella, d'ailleurs, le dit aussi très bien. Elle dit souvent, les médias, ils veulent ma colère, mais en fait, ils n'ont pas ma colère. Et toi, on te sent pas
Alors, il y a des moments, certainement, tu dois pousser des coups de gueule et je vois pas toutes tes interventions télévisées, mais il y a quelque chose de très pédagogique où tu restes dans cette idée de pédagogie, d'expliquer encore et encore sans relâche. Et là, tu me disais, ça doit être ma 300e interview. Et encore, tu le refais. Voilà. Avec bienveillance et quelque part une forme d'amour, quelque part, à l'intérieur de toi. Oui, je sais pas si c'est de l'amour, mais... Non, moi, je pense que de toute façon, je suis plus un profil de diplomate que d'énervé qui va tout casser. Ça, c'est sûr. Et moi, et je pense que là aussi, ça vient de mon histoire personnelle. J'ai plus un besoin de consensus, peut-être. Pas forcément de consensus, mais d'essayer de retrouver une forme d'harmonie, en tout cas. D'harmonie, oui. Qui me pousse à essayer de comprendre comment les gens fonctionnent, comment je peux leur parler, comment ça peut leur parvenir. Et essayer d'avoir un peu d'empathie et d'en avoir aussi pour moi-même. Et de faire ce que je fais à partir de cet endroit-là. Parce que là encore, si je passais mes journées à être en colère, à gueuler, à m'insurger en permanence, non seulement ça m'épuiserait, mais je crois que ça épuiserait les gens autour de moi aussi. Ouais. Moi, les gens qui sont tout le temps en colère, ça c'est important, hein, il faut être en colère de temps en temps, et la colère a une énergie qui est salvatrice parfois, qui nous permet de rompre avec des choses qui sont toxiques. Mais on peut pas être en colère tout le temps, quoi. Enfin, moi, les gens qui sont en colère tout le temps, à un moment, ça effectivement, ça m'épuise, voire même ça me rebute. Donc, j'ai ni envie d'épuiser, ni de rebuter les gens. C'est le guérisseur ou le soignant, toi, quelque part, qui était un de tes premiers métiers, qui parle quand tu dis tout ça? J'en sais rien. Cette idée de se réparer soi, mais de réparer aussi la planète, etc. Moi, je pense que je suis dans une quête d'équilibre, personnellement. Et que cette quête d'équilibre, elle déteint sur ce que je fais. Parce que ça m'affecte de voir que les choses peuvent aller mal autour de moi et qu'il y a des gens qui souffrent ou que on se met en danger. Donc, j'essaie toujours de faire coïncider les deux, en fait. Je crois que c'est vraiment un truc de ma vie, ça. De faire coïncider cette recherche d'équilibre personnel avec une recherche d'équilibre plus collective, systémique. On le voit aussi dans ton film à travers l'exemple de Jane Goodall avec les enfants, qui est très tendre, je trouve, quand on voit cette relation entre eux, ce regard, et puis qu'on la revoit jeune aussi, femme pionnière, qui à l'époque était évidemment descendue par les scientifiques en disant cette femme qui va parler aux chimpanzés. Parle-nous un peu de ça. Tu rappelles aussi qu'on partage presque 97% de notre ADN avec les chimpanzés, qui peut-être pourraient être amenés à disparaître. Walter Bouvet, qui est ton co-auteur d'écriture, le dit, d'ici 25 à 50 ans, c'est proche. Oui, Jane Goodall, ça a été une super, super rencontre. C'est une femme à côté de laquelle on se sent à la fois tout petit et en même temps extraordinairement bien, quoi. J'ai l'impression d'avoir médité en haut d'une montagne pendant 3 semaines, quoi. Oui. Tellement elle t'ouvre les chakras. Ouais, c'est ça. Ah, mais vraiment, vraiment, on sent ça. Dans le film, ça transparaît, je trouve. Non, elle est impressionnante. Quelqu'un de très centré, très incarné, qui a une forme de profondeur, de douceur. Et puis Bella, c'était son idole, quoi. C'est-à-dire que quand elle était petite, elle voulait être Jane Goodall, quoi. Oui. C'est comme une gamine, je sais pas, aujourd'hui qui voudrait être Billie Eilish ou qui aurait voulu être Britney Spears il y a 10 ou 15 ans, quoi. C'est ça. Donc quand elle l'a vue, elle était dans tous ses états. Ou Greta, on pourrait dire Greta Thunberg pour certaines. Ouais, peut-être. Donc Jane nous a vraiment reconnecté à ce truc de... On n'est pas séparés du reste du monde vivant. Et elle, son histoire d'avoir été vivre avec les chimpanzés en Tanzanie pendant des années, ça lui a permis de toucher ça du doigt, de voir qu'ils avaient des comportements qui ressemblaient étrangement aux nôtres, des comportements sociaux, des comportements de communication, de caresses, mais même des comportements de conflits. Et que ce qu'on lui racontait à cette époque-là dans les universités, puisqu'elle dit qu'après avoir passé 2 ans d'observation, elle est allée à Cambridge pour essayer de faire un doctorat en éthologie pour pousser plus loin ses recherches et faire en sorte qu'elles soient considérées par le monde académique. Elle raconte que ses professeurs lui ont dit « Mais vous avez tout fait à l'envers. C'est-à-dire que vous avez
vous avez donné des prénoms aux chimpanzés, vous avez créé des relations affectives et émotionnelles avec eux, alors que non, il aurait fallu leur donner des numéros et regarder ça vraiment très froidement, mécaniquement, parce que c'est ça la science. Et elle se disait, waouh, ah bon. Et elle a fait voler tout ça en éclats, parce que elle a mené ses recherches d'abord de façon un peu empirique, intuitive, en rentrant justement en relation avec ces animaux et en essayant de faire voler cette espèce de mur de verre artificiel qui avait été érigé par ses prédécesseurs. Et c'est exactement là où on en est aujourd'hui. C'est-à-dire se dire comment est-ce qu'on cohabite avec toutes ces espèces. Ce qui est extraordinaire dans des visions comme celle, par exemple, de Baptiste Morisot, c'est de se dire toutes ces espèces ont le droit d'être là. Elles ont le droit d'habiter cette planète comme nous. Oui. Personne n'a dit que les humains avaient une priorité, un droit du sol. Donc si elles ont le droit d'habiter cette planète, ça veut dire qu'on doit créer des relations diplomatiques avec elles. Oui. Pour partager l'espace, créer des relations diplomatiques, ça veut dire aussi rentrer en communication, comprendre leur langage, comprendre leurs habitudes, et potentiellement développer ce que Baptiste appelle des égards ajustés, c'est-à-dire des relations spécifiques avec toutes les espèces qui prennent en considération leurs particularités. Un écureuil, c'est pas comme une baleine, c'est pas comme une fourmi, un loup. Et c'est pas comme un loup, et c'est pas comme un humain. Tout ça sont des espèces très différentes. Comment est-ce qu'on partage l'espace ? Ouais, c'est super intéressant, et on voit très bien l'exemple des loups justement dans le film, qui est stupéfiant. Avec maintenant la technologie je ne veux pas tout dévoiler, mais qui nous permet de voir quels sont leurs comportements, comment ils agissent vis-à-vis du troupeau, etc. Les enfants ont dû être saisis de cette expérience, non, dans le film. Oui, on les a. Y compris vous, derrière la caméra. Ouais, non, c'était dingue, parce effectivement, on s'est retrouvés au milieu d'un troupeau de brebis pendant une grande partie de la nuit, à filmer avec des caméras thermiques, en attendant le loup, plus ou moins. Ouais, c'est ça. Ce qui réjouissait beaucoup Bella, qui, avec des lumières dans les yeux, dit à Jean-Marc Landry, l'éthologue, est-ce que tu crois qu'on va voir le loup ? Alors que Vipoulane, tu sens qu'il est un peu liquide et que lui, il n'a pas du tout envie de voir le loup. Mais il est plus citadin, lui, déjà, à la base. Hein. Exactement. Et cette expérience-là nous a permis à la fois de nous plonger là pour le coup, vraiment dans le monde vivant, parce que tu es en pleine nuit, tu as tous les bruits un peu inquiétants de la forêt autour de toi, et t'emmènes pas large, et en même temps c'est un côté aussi merveilleux et très poétique. Et puis ça nous a permis de comprendre et de revenir sur tout un tas de préjugés qu'on a sur les loups, quoi. Jean-Marc nous disait, mais nous on a plein d'images, on a filmé, on voit bien que les loups se jettent pas sur les troupeaux à chaque fois qu'ils passent à côté. Oui. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il y a des moments où ils passent à côté des brebis et ils s'en fichent. Oui. Ils n'ont pas faim, ils poursuivent leur chemin. Ils nous expliquent aussi pourquoi les loups ne sont pas très adaptés justement à des troupeaux de brebis, parce que l'évolution les a habitués à chasser des proies qui s'enfuient, comme les ongulés, alors que les brebis, les humains les ont sélectionnés pour faire le contraire. C'est-à-dire que quand on les stresse, par exemple avec des chiens de conduite, les brebis se regroupent. Oui. Et donc quand un loup arrive et qu'elles sont stressées, elles se regroupent. Et donc lui se retrouve dans un environnement complètement artificiel, où il voit que ses proies ne s'enfuient pas, et donc ça les rend dingues, et donc ça les conduit parfois à rester bloqués sur ce que Jean-Marc Landry, l'éthologue, appelle un patron tué, et donc à continuer à tuer des brebis les unes après les autres, alors qu'il n'en a pas besoin, parce qu'il ne va pas toutes les manger. Et c'est là où les chiens de protection, notamment les patous, peuvent venir interrompre cette espèce d'état second. Oui. De bug de leur cerveau, quoi. Exactement. Pour arrêter ça et faire en sorte que les loups s'enfuient. Et c'est comme si nous, les humains, on avait sélectionné les brebis pour échouer face aux loups, parce qu'elles sont pas assez, elles sont pas conditionnées et élevées pour s'enfuir. Et on les met dans une situation où le loup lui-même ne comprend pas ce qui se passe. C'est ça. Ça fait 3 mois que tu tournes en salle et que tu as présenté le film, etc., même s'il est sorti le 1er décembre, hein, donc tu as beaucoup de retours aussi du public. Qu'est-ce que tu as d'hébergé comme retour depuis le film ? Parce que j'imagine qu'il y a plein de gens qui ne connaissaient pas forcément ces pratiques et qui découvrent en tant que berger aussi des choses. On n'a pas tellement de retours de bergers, je dois dire. On a des retours d'éleveurs, d'agriculteurs qui sont assez touchés par le fait que justement on a essayé de
de montrer une réalité qui est pas totalement manichéenne, en montrant que c'est complexe, qu'il y a plein de sortes d'élevage, qu'il y a aussi plein de sortes de relations entre des éleveurs et les animaux qu'ils élèvent, puisqu'on va voir un éleveur intensif, qui a des lapins en cage, mais on va aussi voir des éleveurs extensifs qui ont des brebis ou des vaches, notamment dans le Jura, dans le Jura français, dans le Jura suisse. On montre aussi des agriculteurs en Normandie qui font de la permaculture et qui font aussi un peu d'élevage. Et on voit que c'est toute une gamme d'affects qui sont très différents, qui sont aussi différents de ce que des jeunes véganes peuvent avoir comme affect vis-à-vis des animaux. Oui. Et c'est ça qui nous intéressait, c'était de montrer cette pléiade. Et on voit que ça marche dans une certaine mesure, c'est-à-dire que ça... Quand tu parles des jeunes véganes, tu parles de Bella et Vipoulane, qui sont les héros du film. Mm. Et on voit que ça a un impact dans la mesure où ça touche des gens très différents. Il y a à la fois des personnes qui vont voir le film qui disent, moi, en gros, je peux plus manger un bout de viande, quoi. Et d'autres, je pense notamment à une jeune femme végane qui est venue me voir après une projection, je sais plus où, à Lille, je crois, pour me dire, je suis végane, c'est la première fois que j'entends parler des éleveurs. Et c'est la première fois que je comprends leur point de vue et que je peux un peu me mettre à leur place, même si je suis pas forcément d'accord avec eux. Mais ça m'a permis de les comprendre. Et elle était hyper bouleversée, en se disant, waouh, j'avais jamais vu les choses sous cet angle-là. Je me dis, si on peut faire ça, si on peut permettre à des gens très différents d'épouser plein de points de vue différents, c'est quand même... c'est super. Pour moi, c'est la fonction d'un film, quoi, de nous permettre d'embrasser la complexité, de nous permettre de nous poser plus de questions qu'on en avait en sortant qu'en arrivant. C'est... ouais. Ça donne envie d'aller encore plus vers la fiction. Je sais que tu as dit dans certaines interviews que tu préparais un roman, le roman de Pierre Ducrozet, là, Le Grand Vertige, que tu vas peut-être adapter, c'est ça ? Oui, on est en train de l'adapter. Vous êtes en train de l'adapter, ouais. Donc c'est vraiment du concret, là. Ouais. Ça va être un film de fiction adapté de ce roman-là, et puis je suis en train d'écrire une série de fiction, aussi, qui sera là plutôt pour une plateforme avec deux auteurs, là, avec Emmanuel Bourdieu et Hélène Barra-Ozuna. D'accord. Et donc ça te donne envie aussi de passer encore plus dans l'imaginaire, l'émotionnel, et puis aussi peut-être de diriger des gens qui sont des acteurs. Oui. C'est encore différent. J'ai très envie de ça depuis longtemps. Ouais. Enfin, moi, j'ai une formation d'art dramatique. Oui. On s'entraînait et on apprenait un peu la direction d'acteur dans nos études de théâtre. Et moi, j'aime beaucoup faire ça. D'ailleurs, on te voit moins, je fais une petite parenthèse, on t'entend moins, on te voit moins dans ce film, dans ce documentaire, ouais, dans Animal. C'était volontaire ? Oui, c'était volontaire. Ouais. Le but, c'était... Enfin, j'avais même l'intention de ne pas être du tout dans Animal. Et là, on me voit un tout petit peu parce que j'avais envie que le dispositif soit transparent. C'est-à-dire que je voulais pas qu'on se dise, mais comment ils sont partis autour du monde, ces enfants-là. Ils ont piqué la carte bleue de quelqu'un et puis ils ont pris l'avion. Entre guillemets, papa Cyril, parce que sur l'âge de tes ados aussi, à peu près. Hein, et là, pas loin. Donc, je voulais qu'on voit que c'était moi qui les emmène, que c'était moi qui leur faisais la proposition, que c'était moi aussi qui choisissais les lieux et que tout ça ne semble pas artificiel. Donc c'est pour ça que on m'entend de temps en temps et puis on me voit quelques secondes. Oui. Mais le but était de m'effacer. Et puis le but va être de m'effacer de plus en plus derrière les histoires que je vais essayer de raconter. C'est ça. Alors, on arrive à la fin de ce podcast. Cyril Dion, un petit mot d'abord sur Pierre Rabhi, qui nous a quittés récemment, avec qui tu as beaucoup cheminé, même si vous étiez un peu plus éloignés ces dernières années, moins en lien de par vos activités diverses. Il a vu Animal avant de partir ? Non, malheureusement. Il n'a pas pu le voir. C'est une partie de sa famille qui l'a regardé le week-end où il y a eu ses funérailles, comme une espèce de connexion qu'on a essayé de faire entre ce film et lui, parce que ce film lui doit quand même pas mal de choses. Enfin, c'est lui le premier qui m'a permis de plonger dans tout ça, dans l'idée que il fallait qu'on mette la défense du vivant avant le profit économique, avant la croissance. C'est une des personnes aussi qui m'a beaucoup permis de réfléchir à cette idée d'aliénation, au fait qu'on vivait dans des mondes où
on nous réduisait un peu à être des producteurs consommateurs et qu'on pouvait choisir de rompre avec ça et de créer des espaces de cohérence et d'utopie. Donc moi j'étais très triste évidemment qu'il décède, et puis j'ai été aussi très triste de voir les espèces de torrents de boue qui se sont déversés contre lui de façon assez injuste et très caricaturale, et qui sont aussi un symptôme de ce dont on parlait au début de notre conversation, de cette espèce de polarisation complètement folle qu'il y a en ce moment, où on a l'impression que on n'est même plus capable de s'écouter, d'avoir de la nuance, et qu'il faut choisir son camp sous peine d'être détruit dans l'espace public, enfin bon, ça c'est une espèce de folie qui s'empare d'une partie du monde qui est un peu inquiétante. Il y a eu un droit de réponse d'ailleurs qui a été publié pour rétablir justement une balance sur ces sujets-là, que je vous invite à aller lire, et qui a été signé sur Reporter. Sur Reporter. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut aller voir le film en salle et maintenant ? Alors, il y a la question effectivement du pass sanitaire, mais tu l'as expliqué à maintes reprises, mais c'est bien de leur dire qu'en fait, il y a un goulet d'étranglement au niveau des films en ce moment, et que c'est important d'y aller au début pour que le film se maintienne en salle. C'est ça, Cyril ? La difficulté qu'on a, qui a toujours existé, mais qui est encore pire aujourd'hui, c'est que effectivement, il y a énormément de films, particulièrement en ce moment parce que la pandémie a stoppé tout un tas de tournages, a fait que les cinémas ont fermé pendant un certain nombre de mois. Donc il y a beaucoup de films qui sont entassés sur les étagères des distributeurs. Et donc là, chaque semaine, il y a 20-25 films qui sortent. Donc les cinémas, en gros, ils ont du mal à garder les films à l'affiche, parce qu'il y en a plein qui arrivent, et donc il faut faire tourner tout ça. L'autre problématique qu'on a, c'est qu'il y a de moins en moins de gens qui vont au cinéma. Depuis la pandémie, là, il y a peut-être 30%, en tout cas en France, de gens qui ne sont pas du tout retournés au cinéma, soit parce qu'ils n'ont pas le pass sanitaire et qu'ils ne veulent pas l'avoir, soit parce qu'ils ont pris l'habitude de regarder les films sur les plateformes, soit parce qu'ils n'ont pas envie de mettre le masque, soit parce qu'ils ont peur pour certains, notamment parmi les plus âgés. Le fait de pouvoir être contaminé par le virus les inquiète. Et ça fait que le cinéma est dans un sale état en ce moment. C'est-à-dire que les films d'auteur ont énormément de mal à exister, à faire des entrées. Or, voir un film au cinéma, c'est une expérience qui n'a rien à voir avec le voir à la télévision. Et puis là, quand on voit les images du film et la musique, c'est vrai qu'il faut le voir au cinéma. Là, on n'est pas du tout... ça n'a pas du tout le même impact émotionnel. Voir un film sur un grand écran, être plongé dans le son, et puis le voir avec d'autres gens. C'est aussi ça, le cinéma. C'est un lieu de lien social. C'est un lieu où on peut avoir ensuite des conversations avec les gens, particulièrement avec ce genre de film. C'est ce qui s'était passé avec Demain. C'est l'inverse de ce qui se passe justement dans ce monde où on a tendance à vouloir individualiser à l'extrême et à faire en sorte que tout le monde reste chez soi. C'est ça. On peut tout commander sur Internet. Allez hop, je fais mes courses en ligne, je fais mes cadeaux de Noël sur Amazon, je commande à manger, je me fais livrer, je regarde les films sur des plateformes. Et après, quand est-ce qu'on va rencontrer les gens ? Quand est-ce qu'on va... vivre des émotions. Oui, et puis quand est-ce qu'on va partager l'espace public ? C'est ça. C'est aussi ça, la démocratie. Et donc le cinéma participe à ça. Donc effectivement, si ce film-là vous intéresse, c'est hyper important d'y aller dès maintenant pour faire en sorte qu'il y ait suffisamment d'entrées, pour qu'il reste en salle, pour que d'autres gens puissent continuer à le voir. Sinon, en fait, il va disparaître au bout de quelques semaines et il sera plus accessible, en tout cas au cinéma. Il faut y aller aussi avec ses enfants, qu'ils soient petits ou grands. À partir de quel âge tu recommandes le film ? À partir de 10-11 ans, je D'accord, dirais. c'est bien. Ouais. Et puis évidemment avec des ados et puis vos enfants adultes. Et on peut aussi en tant qu'adulte emmener aussi ses parents voir Animal. Absolument. Il est dans combien de salles en ce moment à peu près en France ? Il est dans 200 salles en France. Ouais, donc c'est quand même énorme. Donc on peut trouver vraiment une salle près de chez soi, et puis aussi en Suisse, en Belgique, évidemment dans les pays francophones. Cyril Dion, merci infiniment. Merci Anne. Mais je rappelle que ton documentaire Animal, dont tu es le réalisateur, coécrit avec l'ami Walter Bouvet, je le cite aussi au passage, est en salle en ce moment. Et depuis le 1er décembre, on peut retrouver aussi toutes les infos et ressources du film, y compris pour les enseignants, sur le site www.animal-lefilm.com. C'est bien ça, Cyril ? Absolument. Merci. Merci à toi.
Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Découvrez aussi en librairie mon livre, issu du podcast Métamorphose, éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol. Et enfin, pour nous soutenir, rejoignez la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com/métamorphose. Merci infiniment. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.